la voix d'une femme de Haute-Cornouailles. Elle est morte dans les années 70 et c'est très intéressant pour la voix, pour comprendre le port de la voix d'une femme évidemment qui chantait de façon populaire. Et elle était d'une lignée de chanteurs, mais tout le monde chantait, mais elle avait vraiment un don pour ça. Et à l'origine, c'était une charbonnière. Vous savez, il y avait des charbonniers dans les forêts. Et c'était des gens qui étaient semi-nomades, parce qu'ils changeaient de lieu. Ils ne restaient pas toute leur vie dans un endroit. Et ce sont les charbonniers qui ont gardé, en Bretagne, l'habitat le plus ancien, qui ressemble le plus à l'habitat des premiers Bretons, c'est-à-dire des maisons qui n'étaient pas vraiment des maisons en pierre. C'était un habitat léger. C'était des maisons rondes sur un muret d'à peu près 80 cm à 1 mètre, et avec une charpente comme ça, et le feu au milieu. C'est vraiment les maisons les plus anciennes. Il y a une reconstitution comme ça à Melleran où on voit, mais à Melleran, on va dire que c'est un village de l'an 1000, avant qu'on fasse des maisons qui ressemblent un peu à ce qu'on connaît. Mais les charbonniers ont vécu là-dedans jusqu'en 1900. Les derniers, c'est 1920, quelque chose comme ça dépend des endroits. Les derniers, c'est dans la forêt de Kénécan, comme ça. Et donc, et ces gens-là, donc, changeaient de lieu. Ils ne restaient pas toute leur vie dans le même endroit. Alors, elle est d'une famille comme ça. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, quand on voit les photos, c'est inimaginable. C'est que ces gens-là étaient habillés comme les autres. Elle avait la coiffe, avait le grand col, etc. Mais vous imaginez, pour pouvoir réussir à vivre comme ça dans une espèce de maison qui n'en était pas une, vous imaginez tout le travail qu'il y avait, le savoir-faire, hein, parce que c'était avec des fers comme ça, qui repassaient. Nous, on n'est même pas capable de le faire avec des fers électriques et machin, et eux, elles arrivaient à amidonner, etc. Bon, c'est un autre monde. Et ces gens-là, ces charbonniers, étaient connus, peut-être plus que d'autres, pour le chant. Voilà. Et vraiment, c'est extraordinaire d'avoir des enregistrements authentiques de ces... Alors elle est parmi les dernières, hein, vraiment parmi les dernières. Elle s'appelle Marie-Joseph Bertrand. Et donc, sa paroisse, c'est Cagnihuel. Voilà, Cagnihuel. C'est vraiment dans la Haute-Cornouailles. Nord de Bretagne. Voilà, à Haute-Cornouailles. On va écouter juste un morceau. Alors, écoutez bien la voix, comment elle chante. Évidemment, c'est une personne, elle n'a pas été à l'école de chant, hein, et pourtant elle a une maîtrise du chant extraordinaire. Et elle chante Skolvan. Ça aussi, je vous dis un mot quand même, parce que c'est un texte qui est dans le Barzaz-Breis. Évidemment, elle n'avait jamais lu le Barzaz-Breis de la ville marquée. Quand certains disent que la ville marquée a inventé ce qu'il a écrit, elle en est la preuve vivante que c'est faux, parce qu'elle avait l'interprétation, lui, il avait entendu des gens comme elle. Et alors, un texte très énigmatique, très triste, vraiment, c'est avoir des cauchemars le soir, Skolvan. Et en même temps, énigmatique, parce qu'on ne comprend pas bien qu'est-ce que ça veut dire, même quand on comprend le breton, mais qu'est-ce que c'est exactement? Et en fait, c'est le légendaire celtique, parce que les Gallois ont exactement le même texte, mais ils n'ont plus le chant. Ils ont simplement le texte. Mais ce qu'il y a l'avantage des Gallois, c'est qu'ils savent le dater
du 7e siècle à peu près. Et Marie-Joseph Bertrand, elle le chantait encore. Vous vous rendez compte? Là, chez eux, c'était resté fossilisé comme un texte. Et nous, en Bretagne, ça s'était transmis. Et donc, c'est un texte énigmatique, très triste, puisque c'est, en gros, d'après ce qu'on comprend dans le texte, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est une âme, en l'occurrence un fils, qui vient voir sa mère. Il y a différentes versions, mais enfin, pour lui implorer son pardon, et la mère refuse de le pardonner. C'est la croyance derrière des âmes errantes. Vous voyez, les Celtes avaient cette conception des âmes errantes. Donc voilà. Donc c'est très très triste. Et voilà, écoutez. On va juste écouter un peu. C'est une chance extraordinaire qu'on ait encore des enregistrements de... Ça, c'est purement authentique. Hein. Voilà. Et elle avait un répertoire énorme, simplement appris comme ça, de ses ancêtres. Voilà. Alors, pour finir avec... Après, on va passer à autre chose. Pour finir avec ça, cette musique, ces chants, n'en finissent pas d'intéresser et je dirais même de fasciner les gens, les musicologues qui les découvrent. Alors là, par exemple, actualité. Hier, je téléphone à... Vous savez qui vient, hein? Parce que j'avais des questions à lui poser concernant des choses dont je vais vous parler après. Elle est médiéviste, hein, elle passe une thèse d'État là, sur la dimension thérapeutique du chant médiéval. Donc thérapeutique du chant médiéval, avec toute une partie sur les enluminures. Voilà. Et elle découvre. Et elle collabore avec un tas de gens. Et elle me dit qu'actuellement, en université en France, il y a de plus en plus de gens qui s'enflamment, c'est le mot qu'elle m'a dit, pour, on va dire, l'époque médiévale. Parce qu'on découvre qu'en fait, on ne connaissait rien, on a des clichés, même en université. Bon. Et alors là, actualité bretonne. Un breton, je ne sais pas comment il est breton, je ne connais pas, hein. Je crois qu'il s'appelle Le Cam. Mais qui était à Paris, grandes études, doctorat d'État de musicologie, machin. Alors, son domaine d'études, c'est d'essayer d'avoir une certaine connaissance du chant des Grecs anciens. Évidemment, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de partition, il n'y a rien. Il n'y a que, je
je sais pas quoi, moi, le traité de Pythagore sur la musique, enfin des choses comme ça, et peut-être autre chose, je ne sais pas comment, enfin ça fait des années qu'il étudie ça. Évidemment, la musique des Grecs anciens, c'est de la musique modale. Vous savez définir la musique modale, vous? Moi j'ai du mal. Mais c'est-à-dire qu'elle n'est pas basée sur des tons seulement, Non, mais sur des modes. sur des C'est-à-dire que modes. si vous prenez les notes de la gamme de Do majeur et que vous la transposez, vous avez le mode de Do. Si vous prenez les notes de, alors non pas de Ré majeur, mais de Ré, Mi, Fa, enfin, etc., ça fait le mode de Ré, etc. Bon, après, s'il y a des termes doriens, phrygiens, mixolydiens, etc. Voilà. Alors donc en grégorien, on détermine 8 modes. Voilà. Dans la musique celtique, mais en fait, il faut dire bretonne, parce que n'allez pas la chercher au Pays de Galles, il n'y a plus rien. Quand on dit celtique, en fait, c'est breton. Dans la musique bretonne, on ne sait pas combien il y a de modes. Autour de 20, entre 20 et 25 qui sont répertoriés, mais en fait, bon. Mais ça, c'est pas une invention des musicologues actuels. Du temps du Père Maunoir, enfin, quand le Père Maunoir est mort, il y a un de ses confrères qui a fait un chant en son honneur, qui est devenu un cantique, mais à ce moment-là, il venait de mourir, il n'était pas canonisé ni béatifié. Et le jésuite, c'était un jésuite, il a bien marqué selon le 18e mode celtique. Donc déjà à l'époque, ils en connaissaient au moins 18. 18e mode celtique. Voilà. Bon, bref. Alors, je reviens à mon breton. Comme la plupart des Bretons, il ignorait absolument tout ça. Et c'est dans le cadre de ses études que, je ne sais pas comment, il vient de découvrir il n'y a pas très très longtemps, il ne m'a pas raconté en détail, mais, le chant ancien breton. Et là, il dit, mais voilà, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est extraordinaire, parce que vous comprenez, ça correspond à ce que lui, il a découvert chez les Grecs. Voilà. Alors, du coup, ça a été un bouleversement dans sa vie. Il m'a dit, il vient de déménager, et maintenant il est à Rennes, et il apprend le breton, et, alors, son rêve, c'est d'aller dans les écoles d'Iwan pour les sensibiliser à la musique modale. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est en Bretagne, on ne sait rien de tout ça. Les gens, on est en train de perdre tout ça. Parce que, évidemment, elle s'appelle Marie-Joseph Bertrand, elle n'a pas ouvert une école. Hein. Voilà, et quand elle est morte, la seule chose qu'il y a de bien, c'est qu'on a conservé les enregistrements. Oui, parce que là, vous comprenez, les enregistrements, on ne peut pas les réfuter. Que ce n'est pas quelqu'un qui se met à chanter et qui dit, voilà, c'était comme ça. Là, là, c'est vraiment sa voix. Hein. On est en plein dans l'authentique, le plus authentique qui soit. Voilà. Donc c'est quand même très, très, très intéressant. Voilà. Alors, hier, elle me disait, en échangeant avec lui, parce que comment c'est difficile de faire comprendre l'intérêt de ces choses aux gens d'aujourd'hui. Là, enfin, surtout d'un point de vue, je dirais même pas chrétien. Là, nous, on se situe d'un point de vue chrétien, mais d'un point de vue anthropologique, disons. C'est-à-dire que cette musique, pour l'apprécier, pour l'interpréter encore plus, ça demande une rééducation de l'oreille. Une rééducation de l'oreille. Mais en fait, dans le monde médiéval, vous prenez tous les sujets, tout demande une rééducation. Parce qu'on est devenus des sauvages, des brutes, qui n'entendent plus les choses. Alors on va dire, mais elle n'a pas une formation universitaire. Mais non, pas du tout. Chez elle, c'était pas naturel. C'était une transmission de génération en génération. Et puis voilà, puis les gens, ils étaient là-dedans. Et en fait, elle me disait, elle m'a dit, je lui ai parlé de vous à ce fameux monsieur, le Cam, parce qu'elle me dit, lui, il en arrive aux mêmes conclusions que vous. C'est-à-dire que, bon, faut pas être complotiste, c'est stupide, mais
il y a quand même, derrière toutes ces choses, il y a un enjeu. C'est-à-dire que cette musique qui correspond, on va prendre, il y a le parallèle, si vous voulez, dans l'architecture, il y a le parallèle dans tous les arts plastiques, il y a le parallèle dans tout chez Saint-Hildegarde. C'est un art de gens autonomes. Ça crée des gens qui ont une autonomie de pensée, parce que, c'est le sujet qu'on a abordé les fois dernières, c'est lié à, on va employer des grands mots, à ce qu'on appelle la pensée analogique. Tout ça, ça forme un tout, en vérité. Et donc, on n'a pas intérêt que, si on veut robotiser les gens, on n'a pas intérêt qu'ils soient ancrés dans ce genre de tradition, si vous voulez. Voilà. Parce qu'encore une fois, je vous dis, vous pouvez parler de la musique, mais après, vous pouvez... Bon, par exemple, elle a fait le lien entre la musique et les enluminures. Parce que, vous voyez, les enluminures, ça a été beaucoup étudié, mais ça a été étudié d'un point de vue artistique. Mais c'est pas que esthétique. Il y a une théologie. C'est un art, comment dire ça, vivant. C'est comme des calques, si vous voulez. C'est vrai qu'il y a un côté seulement esthétique, etc. Mais ce n'est pas que ça. Pour prendre un exemple, quand ils font dans les manuscrits anciens, quand ils utilisent le bleu du lapis lazuli, vous savez, le lapis lazuli, c'est une pierre semi-précieuse, bleue, d'un bleu magnifique, voilà, et on la broyait pour avoir ce bleu donc, qu'on utilisait dans les enluminures. Et nous, comme les sauvages, on va dire, bah oui, ils ne savaient pas faire du bleu autrement, alors il fallait qu'ils utilisent la lapis lazuli. Tandis que maintenant, nous, on fait tous les bleus qu'on veut, on a le synthétique, vous comprenez. Tandis qu'eux, ils ne pouvaient que faire comme ça. Alors donc ils faisaient venir du lapis lazuli, vous vous rendez compte combien ça pouvait coûter, etc., etc. Et on a enseigné ça, on enseigne encore ça dans les facultés. Vous voyez. Et d'après maintenant, les recherches, c'est complètement faux. Ils pouvaient faire du bleu tant qu'ils voulaient. Ils avaient d'autres moyens de faire du bleu. Pourquoi ils faisaient du bleu avec le lapis lazuli? C'est parce que pour eux, la matière même avait une importance très grande. La matière même, parce que vous savez, ils avaient la science des gemmes, etc., avec toute la symbolique que ça avait. Donc vous avez derrière une question qu'on va dire esthétique, il y a toutes sortes d'autres choses qui se mêlent. Une culture. Toutes sortes d'autres principes. Voilà. Alors donc, vous voyez, c'est vraiment un monde... voilà, c'est assez complexe pour nous, parce que la pensée médiévale est globalisante. Voilà. C'est difficile de parler d'une chose sans évoquer tout le reste, et c'est d'une richesse inouïe. Saint-Hildegarde a écrit un livre sur les pierres, bien sûr, bien sûr. Alors, voilà, donc c'est un monde. Et encore une fois, alors, on le voit pour la musique, par exemple. Eh bien, des gens de l'extérieur se rendent compte, « Ah, mon Dieu, mais cette musique-là, ce genre de musique-là, qui sont des musiques principielles, quoi, les musiques les plus anciennes qu'on puisse trouver, elles ont disparu d'Europe au temps moderne, c'est-à-dire la Renaissance, à peu près, tout ça, ça a disparu. Et on trouve ça presque, intact chez une femme comme ça. Vous imaginez bien que quand Marie-Joseph Bertrand chantait ça à Canihuel, imaginez qu'est-ce qu'on chantait à Souvigny-les-Gonesse, la région parisienne. Donc c'est pas pour mépriser, mais vous comprenez? Vous comprenez le truc? Ben oui, il y avait comme des siècles, c'est pas des siècles d'écart, c'est des niveaux différents. Vous voyez? Des niveaux différents. On avait conservé des choses qui avaient disparu depuis des siècles et des siècles et des siècles. D'où l'intérêt des médiévistes pour ce genre de choses. Voilà. Et ça, c'est vrai pour différents domaines. Là, pour la musique.
Quand on dit Dans d'autres domaines. musique médiévale, ça c'est de la musique médiévale. Oui, on peut dire, oui. Mais aussi bien, ça a 3000 ans, je sais pas. Ah bon, on ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'on dit médiéval spécialement? Bah Parce oui. parce qu'on sait que ça existait déjà au Moyen-Âge. Vous savez, à Kergonan, il y avait autrefois, il y avait un grand grégorianisant, grégorianiste, enfin, le père Lefebvre, qui a écrit des livres sur la musique grégorienne, quoi. Et alors, moi, je lui avais montré quelques chants anciens. Par exemple, je lui avais montré. C'est un chant de la Passion. Et là, je lui dis, mais. Alors, il me dit, oh là 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 là. C'est plus vieux que le grégorien. Je dis, plus vieux que le grégorien. Oui, il me dit, c'est plus ancien que le grégorien. C'est la musique qui existait quand le grégorien est né. Alors je lui dis, ça a quel âge? Il était un peu provoquant. Alors il me dit, ça a 4000 ans. C'était un peu provocateur. Hein? Mais c'est marrant, parce que quand Kervarker a écrit sur les chants anciens, notamment un article, enfin c'est plus qu'un article, c'est un livre qui s'appelle « De la poésie des cloîtres celtiques », où il essaie d'analyser la musique, parce que la musique est liée à la poésie, évidemment, hein, et la poésie est liée à la... Enfin, tout ça, c'est tout mélangé. Et lui disait pareil. Kervarker disait non, ça n'a pas 2000 ans, ça a plus que ça, Il attribuait ça à la culture des druides, vous savez. Voilà. Tiens, pour les druides, excusez-moi, je finis avec ça. C'est un peu comme la question du lapis lazuli. Jules César, dans son livre, comment ça s'appelle, La guerre des Gaules, il dit que les druides savaient le grec. Et que le grec, ils l'utilisaient pour leur comptabilité. Et il dit, ils ne voulaient pas écrire leur tradition, par exemple en grec, parce qu'ils n'écrivaient pas leur tradition, pour deux raisons. Pour qu'elle ne soit pas dénaturée par l'écrit. Et la deuxième, c'est pour que les gens ne perdent pas l'habitude de la transmettre, pour la retenir de façon orale. Parce que si on écrit, on n'a plus besoin de retenir, c'est écrit. Et donc le cerveau, on est feignant de nature, quoi. Hein, donc on n'a plus besoin de savoir par cœur. Tandis qu'elle, par exemple, Marie-Joseph Bertrand, elle n'a jamais écrit un de ses chants. Tout était dans la tête. Vous imaginez? Tout est fait aujourd'hui pour passer par l'écrit, pour la transmission d'un travail. Oui. Il n'y a plus besoin de... Oui. Quel recul au niveau anthropologique. On appelle ça de progrès, mais ce n'est pas un progrès du tout. Vous imaginez, si vous n'avez pas votre bibliothèque, vous n'êtes plus rien. Vous n'avez pas vos instruments, vous n'êtes plus rien. Elle avait tout dans sa tête. Des centaines de chants dans sa tête. Mais en fait, c'était comme ça la culture. C'était transmis de façon orale. Et souvent, quand on dit culture orale, on prend ça pour un petit peu... Ah oui, c'est la culture orale, c'est pas la culture écrite. Vous voyez? Donc, quand on a dit après, quand on a enseigné, on a dit, mais en fait, ils ne connaissaient pas l'écriture. Oui, ils ne connaissaient pas l'écriture. Si, ils la connaissaient, mais ils ne l'utilisaient pas. Oui. C'est comme si nous, on était assez sages, par exemple, pour dire, bon, on a l'informatique, mais on ne va pas tout mettre. On ne va pas mettre toutes nos billes dans l'informatique. Il y a un tas de choses que non, on ne va pas utiliser l'informatique. On pourrait, hein, mais on ne va pas faire. On est juste dans le chemin contraire, nous. On y va. Et on est vide. On met tout dans les disques durs. Et si le disque dur, il pète,
je n'existe plus. J'ai tout été dans mon disque dur. C'est un meilleur de Je sais plus compter, je sais plus. J'ai plus rien faire, je sais plus. Vous avez vu, maintenant, si vous dites comment tu fais ton plat là comme ça? Ah bah attends, marmiton.com, on peut plus. Ouais. Attends, je cherche. Non mais est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut parler sans ça? Est-ce que c'est La possible quoi? transmission se fait dans un esprit, dans une philosophie qui n'existe pas dans ceux qui reprennent un tas de choses, Ah bah non. les anciennes Bah non. matières, qu'on Bah non. retrouve sur ordinateur, sur Facebook, Bah et diluer n'importe comment, et avec des Bah tout de suite commentaires. maintenant, l'urgence c'est de mettre sur Et comment puis que ça tombe entre les mains des gens numérique. qui ne sont pas Ouais. forcément... Voilà. Et mon moro d'Agona en Iveren Dove. Alors, ça c'est un chant qu'on a composé, nous, ici, D'accord. sur un air qui n'est pas du tout un cantique. Hein, c'est un air populaire, et on en a fait un chant de la résurrection, parce que c'est très beau pour ça. Voilà. Et mon mouvement de la de l'Orza. Jésus, au Père, savez-nous armer. Jésus, au Père, savez-nous armer, savez-nous armer. Preganton, appel d'Almaro. Preganton, appel d'Almaro, appel d'Almaro. Et moi, neve d'Alom Péjou. Et wane alom Péjou, alom Péjou. À gloire santé, assignorez-vous. À gloire santé, assignorez-vous, assignorez-vous. Avons mené dans nos centaines Jésus. Avons mené en nos centaines Jésus, en nos centaines Jésus. Melon doué, comme on est garanté. Melon doué, comme on est garanté, comme on est garanté. Jésus sauveur, savez-nous aimer. Jésus sauveur, savez-nous aimer, savez-nous aimer. Alléluia, 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 Alléluia. Reganton la paix d'Amaro, reganton la paix d'Amaro, la paix d'Amaro. Alléluia, 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 Alléluia. Alleluia.